Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Quitte le Boomer Dream. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Effectivement, on arrive à l'épisode 10. On vous l'avait dit, on avait une surprise. On va commencer à recevoir des invités dans l'épisode sur le rythme d'à peu près un invité par mois. Pour ce premier épisode, avec un invité, c'est Mathieu du compte Instagram Fier du Sud qui est présent. On a eu l'occasion d'échanger ensemble pendant 1 heure sur son activité d'influenceur et notamment de mise en avant des bonnes adresses du sud de la France. Je vous laisse écouter ça et juste avant, jingle. Donc cette semaine, on a un nouvel épisode un peu spécial. C'est la première fois qu'on reçoit un invité. J'ai choisi Mathieu parce que c'est vrai que ça a été toi en plus un des premiers qui m'a parlé de recevoir des invités dans le podcast et que ça pouvait être sympa. On fera pas de boom anecdote parce que ça s'y prête pas trop sur un invité. C'est pas comme d'habitude quand je fais des interviews, des podcasts en duo avec Marie. Et je voulais tout de suite te poser la première question. C'est quel a été ton pire investissement ? Alors, bonne question. Déjà, merci Julien de me recevoir dans ce podcast. Alors, ma pire anecdote, c'est d'avoir choisi le mauvais fournisseur, donc un fournisseur qui vient du Bangladesh. Donc, c'était pas du tout la qualité. Je m'en suis rendu compte avec les mois, parce que du coup, j'ai un ami à moi qui a une salle de sport et qui a travaillé aussi avec ses fournisseurs. Et du coup, ça s'est mal passé, que ce soit pour la qualité, le paiement. Donc, c'était un très mauvais investissement parce que c'était très cher pour la qualité. Et surtout, moi, je recherchais donc du Made in France. Donc maintenant, heureusement, je fais du fabriqué même en Provence pour être plus précis. Donc voilà, c'était un très mauvais investissement à l'époque. Ouais, c'était il y a 3 ans. Et en plus, ce qui t'a vraiment le plus gêné, c'est qu'en plus tu l'as recommandé à un ami. Donc forcément, ton pote il est passé par cette marque-là parce que toi tu l'avais déjà fait et qu'en plus ça s'est mal passé. Exactement. Heureusement que son père, parce que son père aussi a un camping dans le sud de la France, que son père aussi n'a pas travaillé avec ce fournisseur, sinon ça aurait été la catastrophe. Ouais. Donc heureusement là c'était à l'échelle d'une salle de sport, donc c'était pas énormément de textile, mais pour le camping ça aurait été un gros investissement. Donc, j'imagine. Heureusement ça s'est pas fait. Mais tu vois, ça c'est souvent un truc, j'ai remarqué, on parle souvent des arnaques dans ce qu'on appelle en B2C, c'est-à-dire des commerçants qui vendent directement aux particuliers, mais on parle pas suffisamment, je trouve, justement des entreprises qui sont arnaquées par d'autres entreprises, et au final ça peut vraiment mettre dans la merde, à la fois pour des questions financières, tu vois, c'est le premier nerf de la guerre d'une entreprise, mais aussi tout simplement pour la réputation, pour vis-à-vis de tes clients qui peut-être ont reçu ces fringues-là, donc c'est vrai que c'est difficile. Exactement, c'était mon début dans le textile, je cherchais quand même du 100% coton bio, parce que je savais que c'était la qualité pour les t-shirts, et le problème c'est que ils m'ont orienté donc sur du 100% coton bio, mais j'ai pas spécifié Made in France ou même Made in Europe. Du coup je me retrouve avec du textile du Bangladesh. Alors sur les prix c'était bien, sauf qu'une fois que j'ai reçu c'est une erreur de débutant on va dire à l'époque, et du coup dès que j'ai reçu le textile, j'ai bien vu que c'était pas de la qualité et que ça venait de l'autre bout du monde. Ouais. Ce qui n'est pas dans mes valeurs. C'est sûr. Bon, on va enchaîner directement sur cet entretien après ces petites questions introductives. Moi, ce que je te propose, c'est, si tu veux prends 2 minutes pour te présenter et que au moins tous nos auditeurs sachent exactement qui tu es et ce que tu fais. Très bien, alors je me présente, Mathieu, fondateur de Fier du Sud, donc les bonnes adresses du sud de la France sur Instagram et sur mon site internet www.fierdusud.com. petit placement de produit. Voilà, tranquille en douceur. Donc sur Instagram, je valorise donc le sud de la France par l'hôtellerie, la gastronomie et aussi les commerçants, l'artisanat. Et du coup, tout ça passe par donc de la promotion sous forme de réel, donc de montage vidéo, des prises de vue en drone. Donc je travaille avec des domaines, des restaurants, des stations de ski d'hiver. Donc ça peut être très saisonnier, ce qui est pas mal. Donc il y a toute la saison d'été où je bosse beaucoup, printemps-été, et après donc même en automne et hiver où ça bouge pas mal. Je vais beaucoup dans les Alpes et les Pyrénées. Voilà pour la saison d'hiver. Ouais, donc tu fais, on va dire, le sud de la France. Tu l'estimes où, toi, le sud de la France ? Jusqu'à quel endroit, ou si un domaine te contacte pour faire une présentation de son domaine, jusqu'à quelle latitude tu vas ? Alors, c'est très simple. On trace une diagonale de la ville de Menton, donc à côté de Nice, jusqu'à Bordeaux. Et là, vous avez réellement le sud de la France. Donc, ça comprend aussi les Hautes-Alpes. Ça passe par Montélimar, donc là où les cigales ne chantent plus, au-dessus de Montélimar, donc du coup le sud est fini, ce n'est plus le sud, on va dire. Là, exactement. La partie sud du Massif central, donc au-dessus de la Lozère, etc. Et après on part sur le sud-ouest et on s'arrête donc à Bordeaux,
Donc de Bordeaux jusqu'au nord du Pays Basque. Voilà. Okay. Pour faire simple, c'est sud-est et sud-ouest. Sud-ouest, ouais. Bon, moi, si vous habitez en dehors de ces régions et qu'on vous demande si vous habitez dans le sud, au moins vous saurez que ce n'est pas le cas. Bon, on va tout de suite enchaîner avec la première partie de notre épisode pour savoir un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Je pense que c'est important pour replacer, de savoir un peu quand on est jeune entrepreneur et qu'on a justement lancé sa marque, on lance une activité de création digitale sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important de savoir un peu quel a été ton parcours, comment tu as eu cette idée-là. Donc on va tout de suite enchaîner là-dessus. Donc du coup, c'est vrai que je t'ai proposé d'être le premier dans le podcast parce que c'est vrai que t'as un parcours intéressant. En plus, justement, t'es dans cette optique de quand on est jeune, qu'on veut se lancer dans quelque chose, qu'on veut entreprendre, qu'on veut lancer un business. Aujourd'hui, on est quasiment obligé de passer par les réseaux sociaux, que ce soit également par les business physiques comme les restaurants ou les domaines comme tu nous as présenté, qu'on reparlera tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est intéressant, je pense, pour les gens qui nous écoutent, de savoir un peu comment t'y es venu, comment t'es venue cette idée, également quel parcours académique t'as fait, est-ce que t'as fait des études, un petit peu comment t'as décidé de te lancer là-dedans et de te dire au lieu d'aller juste être salarié, de trouver un taf de commercial ou de bosser simplement, je vais essayer de lancer un business avec toutes les problématiques que c'est, les aspirations que tu peux avoir derrière aussi. Très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé par un bac pro donc électronique, donc totalement différent de la communication, du commerce. Ouais, rien à voir avec Instagram. Voilà, rien à voir avec ce dont là où je suis maintenant. Par contre, j'avais déjà goût au commerce. Donc en fait, ce qui se passait, c'est que déjà au lycée, donc quand je faisais des stages en électronique, j'étais dans des boîtes informatiques et je préférais vendre les ordinateurs que les réparer. Donc j'ai vite compris que je préférais la partie commerciale plutôt que la partie réparation, la partie informatique. Ouais. Voilà, donc petit à petit, ça a affiné un petit peu mes goûts là-dedans. Et du coup, après, par la suite, j'ai fait un BTS, donc MUC, commerce. Donc là, je me suis réellement orienté dans le commerce. Avant ça, en plus, j'ai fait des jobs d'été dans un glacier à la grande mode. Donc je vendais des glaces en bord de mer. Donc ça, c'était déjà valorisant pour moi parce que du coup, j'apprenais le b.a.-ba du commerce, vraiment la base. Oui, d'être avenant, d'être avenant, souriant, exactement, de rassurer le client et lui vendre un produit et vanter le produit, ce qui n'est pas simple. Ce qui se perd en plus aujourd'hui. Enfin, je suppose que tu as la même impression que moi, mais de plus en plus, quand on va dans des commerces, des restos... les gens n'ont pas envie, les vendeurs n'ont pas envie, c'est terrible. Des fois, tu rentres, tu te dis, putain, si je venais pas juste parce que je sais que je vais apprécier ce que je vais manger, ce que je vais boire, juste la manière dont le serveur m'a reçu, j'aurais dû partir, quoi. Exactement. Pire que ça, des fois, moi, je vais souvent, quasiment tout le temps, dans des adresses qui ont plus de 4,5 étoiles, donc des extrêmement bien notés. Et ça m'arrive justement d'être mal reçu alors que c'est un établissement qui est super bien noté, que ce soit sur les avis Google, TripAdvisor, donc je comprends pas comment les employés sont formés. Donc il y a un problème là-dedans. Ouais. D'accord. Et du coup, après ton BTS MUC, qu'est-ce que tu as donc fait ? Après mon BTS MUC, ce que j'ai fait, c'est que j'étais directement embauché dans une entreprise d'énergie renouvelable. Donc j'étais commercial. Donc c'était une mauvaise boîte, je vais pas la vanter positivement. C'était une boîte qui exploitait entre guillemets les salariés. Elle prenait beaucoup d'auto-entrepreneurs et de gens qui étaient encore sous Pôle emploi. Donc moi, j'avais fait une alternance, j'avais droit justement à Pôle emploi. Donc du coup, ils m'ont embauché pendant que j'avais mes droits chômage. Oui. Et du coup, donc ça me permettait d'avoir une commission plus le chômage. Donc c'était assez intéressant pour moi. Gagnant là-dessus. Sauf que j'avais pas de CDD ni de CDI, donc il y avait rien de fixe. Au niveau des banques, je pouvais prévoir aucun projet, sauf des crédits à la conso. Parce que du coup, c'était quoi exactement le contrat que tu avais avec eux ? C'était un statut de VRP. Donc c'est un peu l'équivalent d'un... t'étais auto-entrepreneur, avec ton chômage à côté, ils te payaient des commissions sur ce que tu vendais. Et même pas, en fait, ils m'ont même pas proposé le statut d'auto-entrepreneur, c'était VRP, donc c'était un statut assez bizarre, c'était ni un CDD, ni un CDI. Okay. Donc au niveau des banques, ça vaut rien. Oui. Et surtout, j'avais droit à rien, donc j'avais pas de voiture de fonction. La carte essence, entre les commerciaux, on devait se battre pour avoir la carte essence, et en sachant que j'allais tout au nord du département, donc je faisais beaucoup de routes, et même dans toute la région, pas que le département. Et donc du coup, j'ai tenu un an quand même, j'ai voulu y croire à ce poste, je voulais croire au CDI qui nous vendait, donc on appelait ça le VDI, c'était une sorte de CDI. La version pour les commerciaux. Voilà, la version pour les commerciaux, exactement, au-dessus du VRP. Et au final, donc je suis parti parce que j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres opportunités. Donc après, j'ai pu faire de la télévente. Donc là, j'avais un CDD, mais c'était un peu plus valorisant, c'était mieux payé surtout, ce qui m'intéressait. Et de dégager du temps justement là pour mon activité principale, donc mon entreprise. Donc je développais en parallèle donc l'Instagram et mon site internet, donc ma boutique de textile, donc de vêtements, et les services de communication que je pouvais faire, ça se développait petit à petit. Donc ça me permettait de
travailler en parallèle et de développer donc ma marque de vêtements. Ta marque là-dessus. Et comment t'y es venu ça? Est-ce que tu as des chefs d'entreprise dans ta famille, des gens qui t'ont inspiré? Alors pour faire simple, les 3/4 de ma famille sont des fonctionnaires. Donc du coup c'est éducation nationale, c'est faire des études. L'opposé du chef d'entreprise. L'opposé du chef d'entreprise. Et surtout c'était le schéma classique, faire un bac+5 voire bac+10, faire médecine tout simplement. Oui. Et devenir médecin. Donc moi je suis pas du tout là-dedans. J'ai fait un BTS que je n'ai même pas validé, j'ai pas honte de le dire, hein. J'ai jamais validé mon BTS parce que du coup j'étais en train de préparer justement un événement pour lancer ma marque. C'était un bel événement dans un domaine qui m'a lancé, qui m'a fait connaître même sur le plan régional. J'ai pu rencontrer énormément de partenaires, de domaines avec qui j'ai pu travailler par la suite grâce à cet événement. J'ai travaillé avec un traiteur, j'ai travaillé avec beaucoup d'entreprises différentes, dont une agence immobilière. Donc c'était très valorisant pour moi. Donc je regrette pas d'avoir raté ce BTS parce qu'à côté j'ai beaucoup gagné en expérience professionnelle. Pour moi voilà la pratique est beaucoup plus importante que la théorie. Même si la théorie faut pas non plus renier la théorie parce que c'est hyper important. Oui, mais pourtant voilà. Quand aujourd'hui dans tous les secteurs c'est quand même la pratique qui fait tes compétences, ton expérience. Enfin, on le voit même quand t'as un bac+5, que ce soit en droit, en compta, même ingénieur, on voit tout de suite que la première chose qu'on te demande sur le CV c'est de l'expérience. Exactement. Après voilà, il y a pour moi des métiers où on est obligé de passer par la théorie, que ce soit la médecine, ça s'apprend pas par exemple un chirurgien n'apprend pas comme ça à opérer à cœur ouvert. Voilà, je vais pas m'amuser à faire ça. Mais c'est vrai que si c'est une opération et que vous vous retrouvez avec votre chirurgien vous dit avec un grand sourire c'est la première fois que je vous opère, je pense que vous serez pas bien. Voilà, ouais. Donc je vais m'en tenir à mes business plans, je vais m'en tenir au commerce et je vais pas opérer des gens à cœur ouvert quand même. D'accord. Et comment t'en es venu à lancer ce compte? Parce que là tu nous as dit que tu l'avais fait en parallèle de ton BTS et de ton activité de VRP, mais à quel moment tu t'es dit je vais lancer un compte Instagram, je vais l'appeler Fier du Sud, je vais commencer à partager des bonnes adresses? Quel a été le cheminement justement de ce projet-là? Alors pour la petite anecdote, ce compte je l'ai depuis très très longtemps. Au début j'étais très actif sur Facebook. Du coup j'avais une belle communauté. En fait j'ai un abonné à moi qui a traversé la ville de Montpellier en canoë pendant les inondations de 2016. Je m'en souviens de cette vidéo. Voilà, cette vidéo a vraiment été énormément marché, des millions de vues. Je suis passé sur les grosses chaînes généralistes d'information. Et du coup, après ça, j'ai eu une belle communauté de 20 000 personnes. J'avais 17 ans à l'époque et j'essayais de faire quelque chose de sérieux, c'est-à-dire petit à petit, j'essayais de valoriser la ville. C'est-à-dire, j'ai mis en avant des adresses. J'ai commencé donc mon tout premier partenariat avec un petit snack. Un tacos, c'était Tacos Avenue pour ne pas citer l'enseigne. Et c'est de Montpellier. Voilà, donc j'avais eu deux tacos offerts à l'époque en échange d'un poste, ce qui est rien. Hein. Et là maintenant je travaille avec des restaurants gastronomiques, ce qui est hyper valorisant pour moi, donc d'être passé d'un tacos, donc d'un fast-food à carrément de la haute gastronomie française. Donc pour moi c'est une belle évolution. D'accord, donc c'est comme ça que t'en es venu du coup à créer ce compte-là. T'avais d'abord lancé le compte Facebook et au début donc t'as fait un premier partenariat avec un tacos. Mais est-ce que tu savais déjà que t'allais peut-être après lancer des partenariats? Au début t'étais juste en train de te dire, déjà est-ce que c'est toi qui les as démarchés, Tacos Avenue, ou c'est eux qui sont venus vers toi? Voilà, donc je les avais démarchés par message privé sur Facebook. Ouais. Donc j'ai une belle communauté, j'ai joué sur ça. Je voulais voir si ça marchait, c'est tout bête, hein, c'était pour voir si je peux avoir des tacos offerts. Ouais. Donc ça a marché. Tu t'es dit, est-ce qu'un compte Facebook avec 20 000 abonnés permet Voilà. Après j'avais l'exemple de très gros comptes qui faisaient justement des placements de produits, des partenariats et tout. Je voyais que ça marchait. Ouais, moi j'étais à petite échelle. Exactement, c'était beaucoup sur Facebook, hein, beaucoup de personnalités qui faisaient des placements de produits. Et du coup petit à petit, donc après j'ai travaillé après mon tout premier vrai partenariat, on va le dire clairement, professionnel. C'était avec le Mas des Violettes, donc c'est un mas qui est au pied du Pic Saint-Loup à côté de Montpellier, très beau mas dans l'Hérault. Et ce qui est intéressant avec eux, c'est que du coup ils avaient besoin de se faire former sur Instagram. Donc c'était le moment où j'avais passé le cap entre de passer de Facebook à Instagram. Et donc j'ai pu créer une belle communauté sur Instagram à ce moment-là. Et du coup la propriétaire du domaine voulait se faire former sur Instagram, donc j'ai pu vendre une formation Instagram à cette époque-ci alors que j'avais rien préparé, c'était vraiment à chaud. Et du coup j'ai pu bosser avec elle pendant 2 mois. Je lui ai fait aussi de la pub, hein, du placement de produits pour valoriser son domaine et activer, et générer des réservations pour son mas. Et après petit à petit la machine est lancée. Et après j'ai travaillé donc avec des domaines viticoles, avec des restaurants, des hôtels.
Et après, le compte Instagram a grossi, ça a plu. Je faisais des jeux concours qui m'ont fait gagner beaucoup d'abonnés en peu de temps. Oui. Là, on a quelle période à peu près? Là, on est en période 2019, donc on a l'avant Covid. D'accord. Pour essayer de et le premier moment où tu as créé le compte Facebook Faire du Sud? C'était en 2018. Non, excuse-moi. Le compte Facebook, c'était en 2015. 2015, d'accord. Et 2018-2019, c'est là où j'ai créé l'Instagram. Oui, où t'es passé. C'est un peu le moment où tous les jeunes ont quitté Facebook pour aller sur Instagram. Exactement. On laisse aux boomers exactement. Facebook. Qu'aujourd'hui, il y a plus que des boomers sur Facebook. Je pense que vous l'aurez remarqué. Voilà, exactement. D'accord. Et tu t'es dit directement que t'allais identifier, parce qu'aujourd'hui ta niche concrètement c'est en fait les gens soit qui habitent dans le sud de la France, qui cherchent des bonnes adresses autour d'eux, soit éventuellement les touristes qui viennent et justement qui connaissent pas, qui étaient les Parisiens, les Lyonnais qui ont envie de savoir où ils auront un bon hôtel, où ils vont trouver un bon restaurant, où ils vont trouver le coin le plus sympa, la plus belle plage, parce que je pense que tout le monde aujourd'hui quand il voyage, il regarde des comptes Instagram, plus personne n'achète le guide du routard, enfin en tout cas on est d'accord. Pas autour de nous, c'est sûr, et on va plutôt sur des comptes chercher ces informations-là. Et à quel moment tu t'es dit vraiment je vais me tourner à fond là-dessus? Est-ce que ça s'est fait naturellement ou il y a un moment tu as eu le déclic? C'est plutôt ça la... Alors, le déclic a été le confinement. Donc clairement, le Covid a été pour moi l'élément déclencheur, c'est-à-dire tout le monde était sur son téléphone, tout le monde était sur les réseaux sociaux. J'avais un taux d'engagement mais énorme que je suis en train petit à petit de retrouver parce que du coup mon compte ne fait que grossir. Mais ça veut dire qu'il a fallu 3 ans pour retrouver ce taux d'engagement que j'avais clairement perdu. Il y a 2 ans plutôt. Ça fait 2 ans que j'avais pas retrouvé ce taux d'engagement. Et du coup là, pendant le Covid, je faisais énormément de vues. Je marchais beaucoup parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que beaucoup de restaurants avec qui j'avais travaillé s'étaient mis à l'emporter. Donc du coup, je continue à leur faire de la promotion, mais sur la formule emportée. Oui. Et du coup, ça marchait très très bien. Les gens étaient chez eux, voulaient se faire livrer des bons produits et pas juste du fast-food. C'est sûr, surtout qu'en plus, on s'est vraiment retrouvé à, je sais plus, on n'a pas eu de restaurant pendant 12 semaines, quelque chose. Exactement, c'était énorme. Non, même 3-4 mois, on n'a plus la restauration était off, en tout cas sur place. Sur la réception. Voilà, sur la réception. Et du coup, l'emporter marchait très bien. Du coup, ça m'a permis quand même de travailler pendant le confinement et aussi de me concentrer sur poster des contenus, que ce soit des photos, des vidéos, et ça marchait très très bien. Alors, il n'y avait pas encore les réels, mais c'était des vidéos et des photos. C'était quelque chose qui marchait bien et j'ai gagné beaucoup d'abonnés parce que du coup, j'étais chez moi, j'avais du temps d'élaborer pas mal de stratégies pour gagner des abonnés. Donc ça allait par de la veille de concurrentielle. Donc il y avait d'autres comptes qui faisaient à peu près comme moi, même dans d'autres régions, c'est-à-dire dans le Nord, en Bretagne. Oui, de savoir ce qui se faisait pour que tu restes aujourd'hui à la page. Voilà, exactement, la page, ce que je fais toujours, et il faut jamais s'arrêter de faire ça. C'est sûr, mais de toute façon aujourd'hui, tous les business, on est obligé de regarder ce que fait le voisin, ce que fait le concurrent. Exactement. On soit tout seul, mais sinon on est obligé de regarder ce que font les autres parce que c'est à ce moment-là où s'il y a des innovations qui sont et qu'on prend pas le tournant, on peut se retrouver useless ou obsolète, quoi. Exactement. Et après, on devient boomer. Ah, c'est ça. Ok. Et justement, parlons un peu de ton audience. Qui est ta cible? Qui sont les gens qui sont abonnés à ton compte? Si on doit faire le portrait robot de l'abonné du compte Fier du Sud. Alors, alors c'est une assez grosse fourchette parce que c'est les 25-60 ans. Ok. 25-60 ans assez présents. Après, c'est beaucoup de trentenaires et de quarantenaires. Beaucoup de jeunes papas, jeunes mamans aussi qui cherchent où aller avec leurs enfants, ou se rendre par exemple dans des restaurants, dans des hôtels, dans des domaines. J'ai une très forte demande familiale, mais aussi en couple, en duo. Donc beaucoup de jeunes couples, les offres romantiques notamment, voilà, qui ont la trentaine, même la grosse vingtaine, on va dire. Et donc les jeux concours, je le vois, j'ai autant des jeunes couples qui ont la vingtaine que des personnes qui ont la quarantaine. Donc c'est vrai que j'ai une grosse fourchette, mais c'est une fourchette qui consomme, entre guillemets. Donc il y a une demande très épicurienne, donc avoir de la qualité, donc de la gastronomie, avoir des très beaux domaines, des beaux hébergements. Donc la barre est placée assez haute, donc à moi de proposer de la qualité, de proposer des bonnes adresses justement, et réellement des bonnes adresses. Puis j'imagine qu'on va dire que ça commence plutôt à 25 ans parce que c'est le moment où on commence à avoir ses premiers revenus et que forcément comme tu proposes des beaux restaurants, des beaux hôtels, quand on a 18 ans, qu'on est étudiant, qu'on n'a pas de revenus, c'est plus compliqué de pouvoir se les offrir. Donc c'est justement on va dire les gens qui travaillent, qui sont ta cible et qui vont aller dans les endroits que tu recommandes. Exactement, ça commence à partir de ma génération, donc la génération avant 98 et après ça va jusqu'à la quarantaine exactement. D'accord. Et tant qu'on est sur l'audience, est-ce que t'es resté que sur Instagram ou t'as développé d'autres réseaux?
pense à TikTok notamment en ce moment qui est très virulent. Après, c'est peut-être pas la même classe d'âge sur le TikTok et encore, ça dépend. Alors je m'étais lancé sur TikTok quand j'avais lancé la marque de vêtements, donc j'avais des modèles qui avaient fait pas mal de contenu vidéo, photos qui avaient bien marché, c'est-à-dire donc c'était en été, c'est vrai que les photos prêtaient ou même les vidéos prêtaient à faire beaucoup de vues et du coup j'avais pu faire 900 000 voire même 1 million, enfin total. Si on totalise les vues sur 3-4 vidéos, j'avais fait plus d'1 million de vues, ce qui était assez intéressant. J'avais pris 13 000 abonnés en un mois, ce qui était intéressant. Et le jour où j'ai voulu essayer de changer un petit peu de thématique, c'est-à-dire mettre en avant des domaines, des bonnes adresses, TikTok ne m'a plus mis en avant. Donc j'ai dû après me remettre en avant du textile et le problème c'est que l'algorithme m'a complètement presque censuré, enfin on va dire j'étais un fantôme, Shadowban exactement, donc là je suis en train justement de voir pour créer un nouveau compte, même si je suis pas totalement fan de TikTok parce qu'il y a cet esprit fast-food, cet esprit de rapidité et même de médiocrité, on va le dire. Quelqu'un qui danse en string va faire beaucoup plus de vues que quelqu'un qui va expliquer quelque chose de hyper intéressant en politique ou en histoire, ce que je trouve assez dommage sur cette plateforme. Mais je trouve qu'on le voit sur les comptes, quand tu regardes un peu sur TikTok, souvent les comptes qui vont justement essayer d'apporter un peu de valeur, ils auront beaucoup de vidéos qui vont pas marcher, qui vont faire que quelques milliers de vues, et puis il y en a une qui fait 1 million, une qui fait 2 millions, des fois qui font plus. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui TikTok c'est peut-être l'algorithme le plus abouti là-dessus sur vraiment donner ce que la personne veut pour rester le plus longtemps possible sur son téléphone. Mais c'est vrai que je pense que pour les entreprises qui sont sur les réseaux sociaux, c'est assez difficile parce que dès que t'es shadowban et que t'es plus proposé ou mis en avant, c'est difficile d'y revenir. Alors après voilà, vu que je suis beaucoup dans la création de contenu, ce qui est important quand même c'est d'être présent sur différentes plateformes. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai été sur Facebook, j'étais sur Instagram. Et je regarde aussi les plateformes qui sont en train d'être en vogue. Voilà, j'ai vu que Twitter a un petit peu changé depuis Elon Musk. Donc voilà, j'ai toujours un compte, par exemple Twitter, j'ai un compte TikTok. Donc j'essaie d'être présent assez partout, mais je suis pas régulier sur toutes les plateformes. Mais voilà, c'est important, je pense quand même d'avoir une présence un petit peu partout. Tout à fait. Pour pas être que sur Instagram et on sait jamais, voilà, si du jour au lendemain Instagram est revendu et s'écroule ou tout simplement il y a un bug. Enfin, tout peut arriver, donc. Puis même aujourd'hui, je pense que quand t'as un business qui est dépendant de cette plateforme-là, faut jamais oublier que le compte, même si c'est le tien, en fait, il t'appartient pas, il appartient à l'entité Instagram. Si du jour au lendemain ils veulent le fermer et tu te retrouves sans audience, t'es à la merci complète de ces géants-là qui des fois ont des règles un peu particulières qui modifient tous les 4 matins et que personne ne lit parce que chaque fois c'est pas personne. Quand vous recevez un message, vous connectez à la plateforme, veuillez accepter les nouvelles conditions générales, vous êtes obligé d'appuyer sur oui et t'as bien raison de diversifier sur différentes plateformes pour déjà te protéger toi-même ton audience. Que si un jour il y a un souci, tu puisses toujours en moins en toucher une partie si tu peux pas tous les avoir sur différentes plateformes. Exactement, et d'où l'importance de se diversifier. C'est-à-dire par exemple, je me suis fait former en drone, donc en prise de vue, ça c'est hyper important parce qu'après je peux vendre mes images, mes vidéos et ça permet en fait de pas être dépendant que d'Instagram et de proposer d'autres choses. Donc par exemple tout simplement des prestations, des services de communication simplement en drone. Et donc service vidéo photo. C'est un service que tu as créé, on va dire annexe à ton business aujourd'hui, qui était à la base, on va dire, mettre en avant sur les réseaux sociaux certaines entreprises comme des domaines des restaurants. Aujourd'hui en plus tu fais des prises de drones. Exactement. Et est-ce que c'est uniquement à destination de la mise en avant sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'ils te demandent les vidéos pour même eux-mêmes, pour leur site, pour leur propre réseau? Alors non, maintenant ils aiment bien justement les avoir pour la page d'accueil de leur domaine, enfin sur le site. Ils aiment bien aussi avoir du contenu pour Instagram parce que voilà, la plupart des propriétaires des domaines, des hôtels, etc., ils ont pas le temps de gérer ça, ils ont pas non plus les moyens de payer quelqu'un qui va alimenter le compte tous les jours. Donc du coup, ils aiment bien avoir un stock d'images et du coup, par exemple, ils m'achètent plusieurs photos, vidéos et ça me permet donc d'avoir un revenu supplémentaire là-dedans et de pas être dépendant justement que d'Instagram. En introduction, tu nous avais parlé que tu avais une marque de vêtements aussi en parallèle, donc en plus on va dire de la promotion que tu fais sur les réseaux, des plans en drone maintenant que tu vends également. Tu as aussi une marque de vêtements, comment tu l'as créée, depuis quand elle existe à peu près? Alors en fait, c'est depuis la création du compte Instagram, donc en 2018, il y avait une forte demande de mes abonnés. Ça pourrait être pas mal, des t-shirts avec le hashtag Fier du Sud. Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet hashtag-là est utilisé plus de 1000 fois par jour par beaucoup de gens qui utilisent, qui mettent des photos du sud de la France. C'est bien, c'est-à-dire et du coup, voilà, sur ce hashtag, il y a quasiment 700 000 ou 800 000, enfin, j'ai pas les chiffres là sous les yeux, mais
il y a énormément d'utilisation depuis que le hashtag est créé. Et du coup, autour de ça, j'ai créé donc, comme on dit, un branding, c'est-à-dire un t-shirt autour de ce hashtag. Et ça a pris. Et après, du coup, j'ai réellement lancé une marque. Donc, j'ai déposé la marque à l'INPI. J'ai fait les choses, tout le processus classique de personnes qui lancent une marque de vêtements. Et donc après, petit à petit, j'ai pu affiner mes recherches. Je montais à Paris, j'allais à Aubervilliers pour négocier le textile avec des Asiatiques, etc. J'allais même dans le Sentier pour négocier des pièces pour la partie féminine. Ce qu'il faut savoir dans le textile, c'est que selon les coins de Paris, il y a des coins beaucoup plus intéressants. Donc par exemple pour tout le textile féminin, c'est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le quartier du Sentier, parce que là on peut trouver des pièces en laine, en soie, enfin vraiment de la qualité. Pas forcément made in France, mais ça reste quand même de la qualité. Et après, petit à petit, voilà, j'ai pu trouver des fournisseurs corrects. Et là, maintenant, voilà, je tourne avec des fournisseurs qui fabriquent aussi du tissu français. C'est tissé même, pour être précis, en Provence. Et du coup, tout se fait sur place. Ils font tourner une dizaine de salariés. Et comment ça marche? Tu fais ça un peu en annexe, ou alors on va dire, t'essaies de faire une collection par an? Tu l'as fait parce que t'avais envie de le faire, la marque de vêtements, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très à la mode, hein, chez les influenceurs, chez les businessmen, de créer leur marque, etc. Est-ce que toi il y avait vraiment la volonté derrière, ou tu l'as fait plutôt pour répondre à une demande? Est-ce que t'as l'intention de la développer aussi? Alors oui, il y avait cet objectif-là, c'est-à-dire de m'implanter vraiment dans tout le sud de la France, et après à terme d'avoir des boutiques physiques. Mais après, petit à petit, voilà, ça a été compliqué avec les fournisseurs. Donc maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des fournisseurs qui sont donc Made in France, tout ce que je recherche. Alors c'est assez cher, c'est compliqué de dégager une grosse marge là-dessus. Donc du coup, pour avoir une boutique physique, c'est impossible avec les charges, avec la location d'un local, c'est pas possible. De toute façon, on le voit aujourd'hui dans le textile, ce qui marche le mieux, c'est les poids lourds qui font de la vente à domicile. Voilà. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'automatise, c'est-à-dire c'est les fournisseurs qui prennent en charge les envois, le SAV, donc les retours clients, etc. Toi, t'as plus que la partie marketing. La partie marketing, la partie création, la partie aussi de ce que je veux aussi. C'est à moi de choisir, etc. Mais c'est bien, je pense que ça professionnalise ta marque, je pense sur les délais de livraison, sur les délais d'expédition des commandes, et toi, voilà. Ça te dégage du temps. Exactement, parce qu'avant j'allais à la poste, c'est moi qui envoyais tout, donc c'était la galère, en sachant que le week-end et même en semaine, je suis dans les domaines, dans les hôtels, donc je bouge énormément. Et donc du coup il me fallait dégager du temps, et je pouvais pas me concentrer à 100% en textile. C'était soit 100% textile, soit 100% en communication, et j'ai réussi là à conjuguer les deux. Oui, c'est parfait, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui quand tu as un business. Tu es obligé d'essayer de trouver des solutions pour déléguer des parties, même si derrière forcément tu réduis ta marge, mais à un moment donné tu peux pas être partout. En plus, j'imagine, t'allais à la poste pro ou t'allais à la poste même pas à la poste particulier. Voilà, parce que oui, mais à la poste pro, je sais plus, c'était encore plus galère que particulier. Enfin, à l'époque, pour l'envoi des, c'était beaucoup plus long. Il n'y en a pas partout, quoi. Je sais, parce que j'ai d'autres amis qui ont une marque aussi, qui expédient beaucoup d'accessoires, et ils vont à la poste pro. Mais des fois, là, j'étais quand même proche du centre-ville de Montpellier, donc j'ai zéro excuse de ce côté-là. J'étais à la poste principale, à la Comédie, ou à Rondelet, la grande poste. Donc du coup, non, je faisais en particulier, j'envoyais colis par colis. Des fois, je faisais des allers-retours la journée. En plein été, au mois d'août, c'était la course entre le job d'été à l'époque. Voilà. Oui. Et après, sur la régularité de ton business, parce qu'il j'imagine qu'il y a quand même une saisonnalité entre l'été, l'hiver. Est-ce que tu arrives à travailler toute l'année? Est-ce que tu travailles plus l'été, plus l'hiver? Comment ça se répartit un peu, on va dire, sur l'aspect plutôt marketing des domaines? Alors, d'où l'importance de se diversifier. Donc, depuis 3 ans, on va dire 2 bonnes années, depuis l'après-Covid, je travaille avec des stations de ski, dont Orsières-Merlette, où j'ai pu même collaborer, faire carrément un reportage TF1, donc passer dans le JT TF1 grâce à la station d'Orsières-Merlette. Je les remercie encore. Et donc voilà, donc je travaille avec des stations comme Orsières-Merlette, Risoul, Pyrénées 2000, Font-Romeu, donc des stations de ski des Alpes et des Pyrénées, et ça me permet en fait donc l'hiver de travailler pour ces stations de ski, et l'été de me concentrer plus sur le bord de mer et aussi dans les terres avec tout ce qui est domaine viticole, même des activités telles que jet ski, etc. Donc vraiment de promouvoir soit la période estivale ou la période hivernale. Hivernale, d'accord. Et t'as des difficultés de vente, on va dire, pour proposer cette activité forcément professionnelle, parce que bon, j'imagine parfois c'est tenu comme le titre de ce podcast par des boomers qui, pour eux des fois Instagram ça leur paraît un peu loin, ils comprennent pas tout à fait l'intérêt.
comment tu le vis toi là-dessus? Alors voilà, des fois c'est générationnel, effectivement, au-dessus de 60 ans, quand j'ai des patrons qui sont assez âgés, pas trop dans les réseaux sociaux, ils sont très réticents. Après voilà, j'essaie de me vendre personnellement, mon expérience personnelle fait que du coup j'arrive à m'adapter aux personnes et du coup j'arrive parfois même à convaincre quelqu'un qui est pas du tout Instagram qu'il faut qu'il se mette sur Instagram et travaille avec moi et du coup on fait un partenariat ensemble. Bon, c'est pas toujours acquis mais souvent j'arrive à mes fins de ce côté-là. Oui. Après par contre le vrai phénomène qu'il y a, c'est les créateurs de contenu, enfin les influenceurs entre guillemets qui sortent de nulle part, qui vont faire du gratuit à tout va. Ils vont même ne pas faire de promotion, c'est-à-dire en gros ils vont profiter par exemple d'une station de ski, ils vont profiter d'un séjour tout frais payé et ne jamais faire la promotion de la station de ski. Donc premièrement, la station de ski est déçue des créateurs de contenu, donc ils font l'amalgame entre guillemets de tous les créateurs de contenu. Donc du coup moi j'arrive après et en plus de ça je propose des tarifs, mes tarifs, donc mes services de communication payants. Donc ils ont pas envie, donc ils veulent pas de devis, donc ils veulent pas, eux ils veulent que du gratuit, du coup du donnant. Enfin quand je dis eux, c'est certaines stations de ski. Des grosses stations de ski en plus qui auraient les moyens de prendre des influenceurs, des créateurs de contenu sérieux, mais du coup vu qu'ils ils ont eu une mauvaise expérience par d'autres créateurs de contenu, au final à terme ils travaillent que sur donnant et du coup c'est un petit peu handicapant, mais à nous ça nous met un challenge, ça nous permet de nous dépasser, de contacter encore plus de domaines, encore plus de stations de ski afin de trouver du travail tout simplement. Mais c'est vrai que ça c'est marrant, c'est qu'on a ce problème à notre époque où personne n'imaginerait, enfin forcément s'il y avait un médecin, il commence à recevoir des patients, il les fait pas payer, ces mêmes patients s'ils vont voir un autre médecin qui les fait payer, ils vont dire oui mais attendez, votre confrère il m'a pas fait payer. Le problème c'est qu'à un moment tout travail mérite salaire et que c'est normal que ça reste une activité, il faut bien derrière que tu puisses vivre, que tu puisses faire perdurer ton business derrière. Et en plus je pense que des fois ces boîtes là elles ont du mal à comprendre vraiment l'intérêt qu'il y a d'avoir une présence digital en ligne. C'est vrai que ça, on va dire peut-être pas leur faire gagner des revenus immédiats avec des gens qui vont voir le Reels et se dire ah je vais partir là-bas. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui où on cherche un restaurant par exemple sur Google Maps, s'il n'y a pas de site web, si il n'y a pas d'avis, si on n'est même pas sûr que le restaurant est à cet endroit, on va pas y aller. Exactement. On va se dire soit il n'existe pas, soit il y a un loup parce que c'est pas normal aujourd'hui. Même si on va dire ça fait pas gagner directement des clients, je pense que d'un point de vue passif, c'est-à-dire que de manière passive, quand on voit qu'un restaurant est bien noté, qu'une station, il y a des belles photos, des belles images, qu'on sait quelles activités il y a sur place, que si on y va avec les enfants, on va trouver des jeux pour enfants, que pour les parents, il y aura des spas, enfin, tous ces types d'activités-là. Je pense que c'est important de les mettre en avant et c'est là où, on va dire, tu as ta plus-value qui est apportée directement au business, quoi. Et là où je fais la différence, c'est que ces stations de ski souvent payent des grosses campagnes d'affichage publicitaire dans les grandes villes telles que Montpellier, Marseille. On peut retrouver donc ces stations de ski comme Orsières-Maled par exemple. On retrouve beaucoup de campagnes d'affichage public pour la promotion de leurs stations de ski en novembre-décembre. Donc moi ce que j'explique c'est que je suis 10 fois moins cher que ces campagnes publicitaires d'affichage, parce que là faut savoir que la communication publique, d'affichage public, c'est extrêmement cher. Et du coup, moi, je me démarre comme ça parce que du coup, je peux offrir beaucoup plus de vues parce que l'affichage en ville touche beaucoup moins de personnes que moi avec mon compte. Pour parler chiffres, un affichage, par exemple, un panneau publicitaire à Odysseum, donc il y a un centre commercial de Montpellier, peut atteindre un des plus fréquentés. Il va falloir un mois pour atteindre les 100 000 visiteurs qui voient votre affiche. C'est pas 100 000 personnes qui sont dans le centre commercial, c'est 100 000 qui vont voir. Parce qu'au total, peut-être qu'il y a 1 million de visites, mais il y a 100 000 personnes qui vont voir votre affiche. Et sur les 100 000, après, la technique de l'entonnoir, tout le monde connaît. S'ils sont intéressés, ils réservent, etc. Mais du coup, moi, ce qui va se passer, c'est que ces 100 000 personnes de mon compte ou liées à mon compte, à ma sphère, entre guillemets, donc épicurienne, bonnes adresses, etc., qui vont voir la station de ski et qui vont réserver. Donc c'est pas 100 000 personnes qui vont réserver, mais c'est une belle partie. Et du coup, il y a un beaucoup plus gros taux de conversion. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour une station de ski de travailler avec moi que de travailler avec donc je vais pas citer les entreprises, mais avec des entreprises de communication qui sont sur Montpellier, qui font que de l'affichage public. Complètement. Parce que du coup, c'est pas rentable. Je pense que notre génération, elle est de moins en moins touchée par ça, parce que, enfin, moi, ça m'est jamais arrivé d'aller quelque part parce que j'ai vu un panneau publicitaire. Enfin, je sais pas si réellement, des fois, on peut même se demander si ça marche vraiment. C'est les anciennes techniques de marketing. Exactement. Ça a déjà 30-40 ans. Alors qu'on le voit, par exemple, dans l'exemple des stations de ski. Moi, une station que je trouve vraiment qui est assez innovante là-dessus, c'est Val Thorens,
où ils ont directement un service de com qui fait des lives tous les matins pour montrer le niveau de neige sur la station. Enfin, moi, je suis désolé, mais je trouve ça hyper moderne. On a envie d'y aller. Chaque hiver, je me dis, il faudrait que j'aille à Val Thorens parce qu'en fait, je suis abonné au compte et qu'il y a toujours un moment donné où je vais voir un direct ou un Reels ou une story. Et ça devient une habitude, on devient fidèle à cette station et on y est bien et on y retourne. Oui. À l'inverse, il y a peut-être ça tombe, peut-être qu'il y a tout le monde connaît un peu les stations de ski, mais bon, Tignes aussi c'est grand, mais bon, ils le mettent pas aussi en avant que Val Thorens. Donc moi, si j'ai envie de partir en vacances, j'aille pas à Tignes, j'irai à Val Thorens, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu pour ça. Et j'aimerais aussi avoir ton retour sur le fait de travailler justement en B2B avec des entreprises. Comment ton entreprise elle est vue par d'autres entreprises? Comment tu penses le réseau, la qualité aussi on va dire de travail que tu as avec ces boîtes-là? Est-ce que on en parlait un peu en intro sur la manière dont les entreprises traitent les clients, mais on parle assez peu de la manière dont les entreprises se traitent entre elles. On peut aussi parler, je pense, peut-être délai de paiement aussi sur les factures. Je pense que c'est des choses qui sont intéressantes à savoir, quoi. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est aussi beaucoup lié à la génération, enfin à l'âge. Donc quand je me suis lancé, en tout cas professionnellement parlant, c'était il y a 3 ans. Du coup, les tout premiers contacts avec des directeurs d'hôtels, de restaurants, etc. C'était très compliqué de se vendre parce que voilà, j'avais la vingtaine, j'avais moins d'assurance. Après tout ça, ça se travaille, mais du coup, c'était très compliqué de faire ma place. Et petit à petit, j'ai pu la faire. Et oui, c'est vrai que pour tout ce qui est devis, facture, etc., il y a certains domaines, certains hôtels, etc., qui peuvent être plus longs que d'autres. J'avais eu un domaine qui avait mis plus de 2 mois à me payer, mais voilà, maintenant je suis rodé, je sais que sur la facture, il faut marquer virement avant le, sinon première relance, deuxième relance. Exactement. Ça, c'est l'aspect un peu administratif, mais bon, voilà. Normalement, c'est le b.a.-ba, mais voilà, vu que j'ai fait qu'un BTS, peut-être que pour ça je manque un peu. Mais bon, t'as raison, c'est qu'au final il y a pas vraiment d'école pour devenir chef d'entreprise. Je suis même pas sûr qu'en école de commerce on apprend à relancer une entreprise qui a pas payé. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on se lance à son compte, on est tout seul, qu'on n'a pas un service compta, une secrétaire qui a le temps de le faire. On est obligé d'y penser soi-même et d'avoir cette vigilance là, parce que sinon tout le monde a toujours tendance à tirer un peu sur la corde et à un moment donné il faut juste payer les entreprises, quoi. Exactement. Et t'en as parlé rapidement tout à l'heure, les influenceurs, quelle relation t'as avec les autres influenceurs dans ton domaine ou peut-être dans d'autres domaines? Est-ce que t'as fait des collabs? Comment ça marche? Est-ce qu'il y a vraiment ce cercle des influenceurs qui parlent qu'entre eux et où chacun est un peu dans son coin? Comment tu le ressens toi là-dessus? Alors personnellement, j'essaie de travailler sur une véritable créer un petit peu une communauté entre nous, c'est-à-dire sur le créneau entre guillemets voyage, bonnes adresses, même textile. J'essaye d'avoir de très bons rapports et on s'échange des idées, on s'échange des techniques, des astuces, et c'est très important, et même jusqu'à faire des collaborations, c'est-à-dire moi je fais beaucoup de réels collaboratifs, que ce soit avec certaines villes, office du tourisme, et maintenant beaucoup avec les créateurs de contenu, parce que voilà, c'est vrai que toujours pareil, les villes, surtout les villes, mais même les offices du tourisme, c'est un peu avant-gardiste, ils sont beaucoup à l'ancienne, ils voient pas le vrai monopole d'Instagram, et du coup c'est très compliqué de faire des collaborations, il faut échanger 10 mails juste pour faire un réel, tandis qu'avec les créateurs de contenu c'est très fluide, la plupart ont quasiment mon âge, donc on se comprend, et du coup j'essaie d'avoir de très bonnes relations, sauf dans ma ville où c'est beaucoup plus compliqué, c'est très m'as-tu vu, il y a un peu un esprit puritain, un peu hautain, donc c'est très compliqué dans c'est le sud, la ville où je suis. Moi je le vois dans l'immobilier. Maintenant c'est vrai qu'on a fait des investissements beaucoup dans la région de Montpellier, et maintenant on commence à aller un petit peu ailleurs. Je trouve que la qualité de travail est pas la même, que ce soit les entreprises de bâtiments, que ce soit les agents immobiliers. Il y a des grosses différences, et le sud a un peu mauvaise réputation pour le travail, mais en vrai il faut avoir été dans une autre région pour s'en rendre compte. Exactement, moi j'ai été plus de 6 mois sur Marseille, justement pour faire dessus, parce que je travaille avec beaucoup de restaurants marseillais. Et c'est vrai que les patrons de restaurants marseillais ou tout simplement les grands patrons d'hôtels, etc., qui sont sur le bassin marseillais sont beaucoup plus avenants, beaucoup plus conviviales et nous mettent beaucoup plus à l'aise. Et du coup, on arrive plus facilement à leur vendre nos prestations que quelqu'un sur Montpellier. C'est vrai que sur Montpellier, c'est très fermé, il y a un peu l'esprit parisien. Alors excusez-moi s'il y a des Parisiens qui nous écoutent, je suis pas là pour faire du clivage, loin de là. Parce que j'ai une belle communauté quand même très parisienne. Bon, je pense qu'il y a beaucoup d'exilés, donc de personnes qui sont originaires de province, comme ils disent. Ouais, mais justement, voilà. On va dire qu'ils font la propagande de ton compte dans le Nord, c'est bien. Exactement, et on joue beaucoup aussi sur les clichés, pain au chocolat, chocolatine, les Parisiens, les touristes, machin truc. Donc ça marche bien sur mon compte et j'en joue, donc voilà, sur cet esprit-là.
des deux clivages sud-nord. Entre les deux. Et combien de temps ça te prend à peu près par jour ton activité? Là c'est question de faire un petit peu une moyenne, on va dire, entre le moment où forcément tu vas devoir faire la route jusqu'au domaine, passer le temps dans le domaine qui finalement est du travail, bon, même si c'est vrai que c'est quand même agréable, mais je veux dire ça reste du travail et il faut un certain professionnalisme. Le temps où chez toi tu vas devoir monter les reels, les publier, faire le suivi sur les réseaux sociaux, la prospection des boîtes, l'envoi des entreprises, l'envoi des factures. Si tu devais le moyenner, ça te prend combien de temps à peu près par jour ou par semaine? C'est simple, c'est en 3 étapes. Donc la partie prospection, comme je dis, je passe à peu près 2 heures par jour de prospection. Pour faire simple, sauf le dimanche. Le dimanche, je travaille un peu moins. Après, pour tout ce qui est d'aller sur place, mais là, ça me prend pas mal de temps parce qu'il y a les prises de vue qui prennent... on va dire fin d'après-midi, c'est toujours pareil, fin d'après-midi, photo vidéo le soir, avec le restaurant, par exemple, si c'est un domaine qui propose aussi de la restauration sur place, donc je mets en avant le restaurant, etc., directement sur place, et du coup je pars le lendemain matin, donc pour faire simple, ça va être 10 à 12 heures sur place pour la mise en avant d'un domaine. Puis ensuite, toute la partie montage, donc c'est encore 10 heures, ça rajoute 10 heures parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de points de vue en drone, etc. Donc c'est beaucoup de cuts, de montage vidéo. Donc du coup, je dirais en moyenne, c'est 20 heures par domaine. Et en comptant la prospection, donc on peut monter à, on va dire, grosso modo, c'est très compliqué à quantifier parce que... Voilà, par exemple, je mets moins de temps sur un restaurant que sur un domaine. Oui, c'est pas les mêmes enjeux. Puis il y a la question de distance. Exactement, donc très compliqué à quantifier. Là, à quantifier, voilà. D'accord. Et comment tu vois l'évolution de ton business? Si là maintenant tu dois te projeter dans 6 mois, dans 1 an, est-ce que tu en prévois des nouveaux services ou projets en B2B, en B2C? Alors pour ceux qui connaissent pas le B2B, c'est vrai qu'on en parle depuis le début, mais c'est... On parlait de business en plus. C'est ça, c'est business to business, donc ça veut dire que vous travaillez entre entreprises, donc entre professionnels, et le B2C c'est business to customer, donc c'est travailler une entreprise pour le particulier. Et c'est vrai que toi tu as un peu un mix des deux parce que tu travailles à la fois forcément avec les domaines, les restaurants, donc sur l'aspect B2B, tu as l'aspect B2C et la marque de vêtements. Exactement. Et finalement ceux qui sont ton audience, ceux qui te font vivre, ceux avec à qui tu as l'interaction digitale, c'est le C, exactement, c'est customer. Et donc voilà, sur l'évolution, comment tu vois un peu les choses? Alors déjà, dans un premier temps, c'est développer d'autres services, que ce soit une partie un peu formation. Parce que je vois qu'il y a une belle demande, même chez les créateurs de contenu avec qui je peux m'entretenir. Je sens que je peux leur apporter, même leur donner des astuces, des techniques. Et j'aimerais, voilà, maintenant le monnayer, tout ça. Enfin, c'est important parce que c'est quand même une valeur que j'ai. J'aimerais vendre cette valeur-là, enfin cet apport que j'ai, ces connaissances. Et voilà, donc toutes ces connaissances, un petit peu les mettre dans un seul truc et le proposer à des personnes qui veulent réellement développer quelque chose de structuré, enfin qui ont des projets. J'aimerais du coup les aider de ce côté-là. Oui. Et comment tu le mettrais en place? Ça serait une formation? Voilà, ce serait sous forme de formation, peut-être même après sous forme de vidéos YouTube et après guider vers un site et formation. Ouais, d'accord. Voilà. Tout ça, c'est encore en réflexion. Ça serait quoi le but? Ça serait de pouvoir se lancer en tant qu'influenceur ou juste d'être capable de faire monter des abonnés sur un compte? C'est développer une entreprise sur Instagram ou création de contenu. Mais après derrière générer du chiffre, c'est-à-dire par exemple si c'est quelqu'un qui est spécialisé dans les paysages, etc., il faut après qu'il puisse vendre des photos, il faut qu'il puisse vendre des services et pas simplement juste d'avoir un compte avec beaucoup d'abonnés et qui n'en vivent pas. Donc voilà, vu que moi j'étais un petit peu dans cette phase-là où j'avais je faisais la promotion un petit peu des endroits insolites de la région, etc., mais sans réellement le monnayer. Maintenant j'ai trouvé j'ai eu plusieurs techniques que j'ai pu développer avec le temps et j'aimerais un petit peu faire partager ça, mais pas non plus gratuitement parce que je suis pas non plus bon samaritain. Personne ne travaille gratuitement, c'est normal. Voilà, on est d'accord. Et aussi, il y a une forte demande aussi chez les domaines, les restaurants, les hôtels avec qui je peux travailler, donc avec les professionnels. C'est tout simplement leur proposer des astuces, des techniques. Donc c'est aussi sous forme de formation, mais ce sera pour les professionnels. Oui. Et là, ce sera tout simplement pour driver leur Instagram et comment continuer à pérenniser, par exemple, une chambre d'hôte sur les réseaux sociaux, de pas mettre juste une photo du lit et du jardin, essayer de se diversifier, de donner envie à la personne de venir, par exemple, en montrant qu'il y a le pont du Gard à côté, qu'il y a le lac du Salagou, qu'il y a par exemple 7, donner vraiment envie aux abonnés qui peuvent suivre le compte d'aller et de réserver sur place et pas simplement juste poser un like. Voilà.
D'accord. Il faut qu'ils posent leur valise sur place. Et par exemple, si on prend l'exemple du podcast Quitte le Boomer Dream et notre compte Instagram, parce que c'est vrai qu'on a créé donc, ça, j'en parle à chaque fois dans la conclusion, on a Instagram, LinkedIn et TikTok. Comment sur Instagram tu penserais que je pourrais faire progresser le compte? Là, au moment où on enregistre, on a à peu près une petite centaine d'abonnés. Comment est-ce qu'on pourrait le faire monter? Alors déjà, toujours être régulier. Donc là, j'ai vu que t'es régulier, ça je trouve ça super. Un épisode par semaine, on s'y tient. C'est top, ça c'est top. Et après, le deuxième truc, c'est aussi trouver donc ta niche. Je pense que tu l'as trouvé, c'est immobilier, fiscalité, etc. T'abonner à des comptes qui proposent à peu près la même chose et à des influenceurs, voir leur communauté et ne pas hésiter à liker certains des commentaires, même envoyer des messages et après créer de l'engagement autour de ça. Et ton compte Instagram naturellement va grossir petit à petit. Tu vas poster et en proposant donc par exemple d'autres réels, ça va être partagé par peut-être des plus gros comptes et petit à petit ça va prendre. Et de toute façon pour moi voilà, t'es professionnel là-dessus, t'as pas mal de compétences et de connaissances et je pense que ça va marcher. Enfin moi j'y crois. D'accord. Merci. Sinon je serais jamais passé. Ça me fait plaisir. Et ça marche encore mieux si vous vous abonnez et que vous mettez 5 étoiles à ce podcast. Ça vraiment c'est ce qui nous aide parce que faut savoir qu'il y a, je pense bon ça c'est petit aparté sur le podcast, mais c'est vrai qu'il y a les deux parties. Il y a le podcast en lui-même sur les différentes plateformes, donc Spotify, Podcast, Google Podcast, Podtail, etc. Donc là-dessus effectivement vous pouvez vous abonner, mettre 5 étoiles et peut-être que l'algorithme de Spotify, d'Apple Podcast va nous mettre en avant et faire en sorte que quand on va taper des mots-clés type immobilier, investissement, ça soit nous, ça sera notre podcast qui remonte en avant par rapport aux autres. Et après, il y a l'aspect sur les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on peut trouver beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, donc on essaye d'avoir une présence, mais c'est vrai que de 1, ça prend beaucoup de temps. C'est là qu'on se rend compte quel est le vrai travail d'un influenceur quand on veut faire vivre un compte, quand on veut poster des reels de manière régulière, qu'on veut même avoir une identité visuelle. Les personnes qui sont pas là-dedans ont du mal à le comprendre parce qu'ils nous voient sur le téléphone, ils ont l'impression qu'on est sur TikTok. Alors c'est que ça. Moi, alors qu'en fait, c'est par exemple, je fais pas du Netflix, je fais pas de TikTok et je me concentre à 100% mon temps libre et là-dessus. Sachant qu'en plus, on va toujours jouer avec les règles parce que bon, les réseaux sociaux, en fait, leur stratégie, c'est que vous passiez le plus de temps possible sur les réseaux sociaux parce que vous allez voir de la pub et que c'est la publicité sur les réseaux sociaux qui crée en fait le chiffre d'affaires. C'est ce que vendent les réseaux sociaux. C'est gratuit pour ceux qui veulent créer un compte, mais en fait, ils vont se rémunérer sur vous, sur les pubs que vous allez voir. Et ceci, c'est que j'ai remarqué que dès qu'on commence à créer du contenu un peu professionnel où l'algorithme est très malin pour savoir à quel moment vous allez faire sortir quelqu'un de la plateforme en l'envoyant vers votre site web, vers dès votre podcast. Ils voient qu'il y a un tunnel de vente, ils vont vous censurer un truc. Shadowban, et c'est vrai que vous devez en permanence jouer avec ça et c'est assez difficile de... C'est une belle gymnastique, ouais. Exactement. Bon, écoute, j'écouterai les conseils, on va essayer de faire progresser tout ça. Voilà. On va maintenant parler peut-être, pour sortir un peu de Fier du Sud, on en a beaucoup parlé, de toi, comment tu te vois aujourd'hui en tant que dans le business, en tant que chef d'entreprise aujourd'hui à ton niveau, ou est-ce que tu envisages aussi peut-être de faire la casquette investissement aussi plus tard, parce que bon, je sais pas si vous avez peut-être pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont lu le livre Père riche, Père pauvre, mais c'est vrai que après ce livre-là, Robert Kiyosaki a sorti un autre livre qui est très bien, qui s'appelle Les cadrans du cash flow. Et que dans les cadrans du cash flow, en fait, il divise plus ou moins les travailleurs en 4 catégories. Donc vous avez les entrepreneurs, les investisseurs, les salariés et les travailleurs autonomes. Sachant que la différence entre entrepreneur et travailleur autonome, le travailleur autonome, c'est la profession libérale, l'avocat, médecin. Okay. Lui, en fait, il vend son temps, donc il est un peu comme un salarié, même s'il n'a pas de patron. Et le chef d'entreprise, lui, en fait, il crée un business, il est capable de... Il a une marge de manœuvre. C'est ça, il l'automatise. Il y a des gens qui travaillent pour lui et qu'un jour, il a peut-être plus besoin d'y travailler, ou en tout cas, s'il vend son entreprise, c'est pas son temps à lui qui vend, c'est plutôt sa création de valeur directe. Et effectivement, toi aujourd'hui, on va dire que t'es un peu entre deux cases, t'es à la fois dans la case entrepreneur avec Fier du Sud, tu travailles encore un peu à côté en tant que salarié aussi. Est-ce que tu envisages de faire des investissements peut-être demain ? Exactement, dans l'immobilier, est-ce que le but justement à terme, si pour X raison, Fier du Sud, que ce soit sur les réseaux, ça marche plus ou quoi que ce soit, j'aimerais avoir une issue de secours et c'est pour ça que petit à petit j'aimerais investir dans l'immobilier, déjà accéder à la propriété personnellement et après mettre des biens en location, etc. Investir dans l'immobilier naturellement comme beaucoup de personnes. Et peut-être moins la bourse ou les cryptos. C'est toi tu diriges plutôt l'immobilier pour la pierre. Le problème que j'ai, donc la bourse, je m'étais penché à l'époque dans le forex, mais c'était ça c'est piège. Voilà, piège exactement. Personne ne gagne d'argent dans le forex. Et la crypto, je suis pas assez informé. C'est vrai qu'il faudrait que je m'y penche, mais toujours pareil, il faut que je trouve le temps.
formé là-dedans. Oui, c'est toujours pareil, hein, c'est la formation, il y a pas le choix. Exactement. Il faut y passer parce que sinon, en fait, on y va sans connaissance et sans connaissance, souvent on se ramasse. Mais en premier, c'est la pierre. Voilà, c'est vraiment l'immobilier c'est mon objectif, tout simplement, d'accéder à la propriété et après de pouvoir proposer la location. Voilà, vraiment me lancer dans l'immobilier. Et à côté, aujourd'hui, tu fais pas Fiers du Sud à 100%? Alors non, pas 100% parce qu'à côté, donc j'ai pu travailler par exemple pour la SNCF. Donc tout simplement, j'ai été community manager pour la SNCF, toute la partie TER, donc région sud. Donc c'est à cause de toi que les trains étaient en retard? Non, j'essayais plutôt de tempérer. Voilà, j'annonçais qu'ils étaient en retard et de calmer un petit peu les voyageurs récalcitrants sur Twitter. Les tweetos, attention. Et non, après, ce que j'ai beaucoup fait, c'est tout simplement le travail de CM, donc de community manager. Donc je l'ai été par exemple pour un restaurant, je l'ai été pour un domaine, donc un MAS, le MAS pour lequel j'ai pu en parler au tout début du podcast. Donc je vous fais retourner tout au début, non mais là on fait là on fait la boucle. Voilà, c'est le miroir, c'est bien. Au moins ça montre qu'on a suivi un fil conducteur tout du long. Exactement. Et après, plus récemment, pour un YouTuber, ça c'est très intéressant, c'est valorisant parce que c'est un beau projet. Et du coup, donc tout simplement gérer les réseaux sociaux d'un YouTuber qui développe justement un beau business. Donc du coup, je suis là-dessus et voilà, tout ça pour dire qu'à côté, donc on peut très bien travailler. Je suis commercial aussi en parallèle, donc j'ai tout simplement trois sources de revenus, trois travails, trois casquettes, voilà. Mais c'est bien de le dire parce que c'est vrai que souvent quand on rencontre quelqu'un, il y a toujours la question, c'est tu fais quoi dans la vie? Et en fait, cette question-là, en général, elle appelle une réponse qui doit être courte et brève. Par exemple, tu fais quoi dans la vie? Je suis maçon. Je suis maçon, exactement. Ou tu fais quoi dans la vie? Je suis docteur. Ou tu fais quoi dans la vie? Je suis salarié de telle boîte. Alors que justement, t'es la preuve qu'on peut avoir plein de casquettes et que la question de tu fais quoi dans la vie? Écoute, est-ce que t'as 5 minutes ou 10 minutes pour t'asseoir? Parce que ça va être un peu long à expliquer. Et c'est bien parce que ça montre justement que tu te bouges et que c'est comme ça, quoi. Et pour ceux qui nous écoutent, ce qui est assez important, c'est par exemple... vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez un job à côté, choisissez bien votre travail. Pour le même salaire, vous pouvez avoir des jobs qui vous dégagent un petit peu du temps libre. C'est-à-dire, par exemple, tout simplement, moi je suis commercial, entre 2 appels, entre 3 appels, j'ai le temps de répondre à des mails, j'ai le temps d'écrire, ou tout simplement me faire des mini-pauses, sans avoir forcément le manager à côté. Après, tout dépend des boîtes, bien sûr. Donc ça me dégage du temps tout en travaillant et... pendant mon CDD, j'arrive à gérer aussi mon entrepreneuriat à côté et après pendant mes pauses bien sûr et vous dégagez du temps libre, c'est-à-dire au lieu de regarder la dernière série Netflix qui va rien vous apporter à part en parler à la pause café, eh ben non, vous mettez une discipline, vous vous autorisez peut-être cette série seulement une demi-heure avant de dormir plutôt que 2 heures à 17h ou 18h après le travail. Pareil pour la salle de sport, c'est important de vous mettre une discipline, d'aller à la salle de sport au moins 4 fois par semaine, parce qu'après ça vous aère aussi l'esprit et vous êtes pas que dans l'entrepreneuriat, que dans le salariat. Comment? Je dis ça permet justement de rester en forme et de rester dynamique. Exactement, d'alimenter la testostérone, c'est important pour les hommes qui nous écoutent, sans faire le masculinisme bien sûr. Mais t'as raison et c'est vrai que le fait d'avoir plusieurs casquettes comme ça montre que quand on se bouge, on arrive à nos fins. Et t'as raison sur l'aspect d'avoir du temps à côté de son job. Moi, je sais que c'est une chance que j'ai aussi dans mon job aujourd'hui, c'est que moi, je suis salarié au forfait, donc en fait, j'ai pas un temps de travail dédié, j'ai certaines missions à faire. Il a la belle vie, il est en télétravail. Pas tout le temps, il y a quand même des moments où il y a des rendez-vous, mais c'est vrai que le fait de devoir faire une quantité de travail, c'est un peu ce qu'on en avait parlé dans le premier, dans le deuxième épisode, c'était de faire votre job. Quand vous êtes salarié, c'est pas vous le chef d'entreprise, ça sert à rien de faire plus. Vous faites ce qu'on vous demande, vous faites du bon travail, c'est ce qui a marqué dans votre contrat de travail, ça suffira amplement. Et si vous le faites plus vite et que vous dégagez du temps à côté, c'est à ce moment-là que vous devez travailler pour soit votre business, soit vos projets, soit vos investissements, soit si vous avez des passions à côté, parce que peut-être que vous avez un job que vous aimez, vous êtes salarié, vous êtes content, tout à fait, et en plus à côté vous avez peut-être des passions à développer. Personne n'a des journées extensibles, une journée c'est 24 heures, faut dormir, manger, travailler. C'est difficile de trouver du temps, mais comme tu dis, il faut quand même arriver à se dégager et à progresser sur ses attentes là-dessus. Et je pense que ce qui est par contre difficile, c'est d'arriver à jongler entre tout ça, et que quand on a un problème qui s'identifie sur une de nos casquettes, c'est parfois compliqué de s'aérer suffisamment l'esprit pour être efficace. Exemple typique, si vous êtes par exemple dans le milieu du commerce, il y a cette pression du chiffre. Alors même moi personnellement en tant qu'entrepreneur, cette pression du chiffre, je me la mets pas parce que
En fait, je fais vraiment ça par passion avant de le faire vraiment professionnellement parlant. Et du coup, je me mets pas la même pression que certaines boîtes de commerce. Et moi, il y a la pression du chiffre, c'est-à-dire le manager, il va venir tout le temps, il va dire ah mais t'en es qu'à ça. Ou au contraire, si j'ai bien vendu, bon mais fais plus, c'est toujours plus, toujours plus. Donc, ce qui est important, c'est de voir aussi vos priorités, c'est-à-dire par exemple, vous lancez dans l'entrepreneuriat, vous avez un job et vous avez par exemple une troisième casquette. Il faut voir quelles sont vos priorités. Est-ce que vous donnez à 100% dans le salariat pour évoluer, mais par contre au niveau de l'entrepreneuriat, vous allez évoluer beaucoup moins. Vous allez du coup, ça va être beaucoup plus long. Tout dépend en fait de vos objectifs et à vous de vous y tenir en fait, tout simplement. Exactement. Et je pense ça pourra nous servir de mot de la fin pour conclure cet épisode. Donc, écoute Mathieu, un grand merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi d'être le premier invité. Et on espère de beaux invités. C'était toi qui m'avais fait la proposition de commencer à mettre ça en place, et je pense qu'on va s'y tenir une fois par mois. On va recevoir un invité. Et écoute, je voulais te laisser le privilège d'être le premier. Donc, je te remercie d'avoir été présent. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de vous abonner sur des plateformes. Exactement. Là en plus on a spécialiste des réseaux sociaux qui nous indiquent en plus ça l'été. Et des hôtels 5 étoiles. Exactement. Donc n'oubliez pas nos réseaux sociaux Instagram, TikTok et LinkedIn. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt. Ciao.